Bonjour, bonjour. Ravi de vous retrouver. C'est la séquence la plus attendue de cette journée qui se trouve être une séance sur l'événementiel et les communautés, la réinvention. Nous avons connu après cette période de Covid un certain nombre de défis à relever. Et les marques notamment qui sont en relation avec des consommateurs. Et nous avons sur cette table ronde des marques qui sont en B2C essentiellement, qui ont dû changer leur business model et également leur façon de pratiquer le marketing, la communication et tout ce qui va dans cet univers de relations clients. Donc nous avons une séance sur ces 4 marques que je vais vous présenter. Avant tout, je vais vous proposer de poser des questions. Monsieur l'ingénieur du son, il y a un petit écho, si vous faites quelque chose, s'il vous plaît. Je vais vous proposer de poser des questions sur le numéro de téléphone ici, le SMS que vous pouvez voir ici. Je vais les recevoir un peu plus tard sur une tablette qui me sera donnée. Et j'aurai le plaisir de vous les transmettre, aux participants. Avant tout, je voulais savoir si c'est la première fois que vous venez à e-marketing Paris ou c'est déjà venu. Pouvez-vous lever la main les personnes qui viennent pour la première fois? Ah oui, une grande majorité. La deuxième fois et la troisième fois. Eh ben, merci beaucoup, merci aux fidèles et bienvenue aux nouveaux. Ils n'ont pas levé la main, vous avez remarqué? À 4, 5, voilà. Ça va donner. N'hésitez pas à prendre votre micro. Donc, comment ça va se passer? Je vais poser un certain nombre de questions. Si vous trouvez que les réponses sont bonnes, vous applaudissez. Mais vous allez garder vos applaudissements à la fin parce qu'on ne va pas pouvoir les interrompre à chaque fois. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Flore Tiberghien, qui nous vient tout droit de la Silicon Valley, où elle a fait ses premières armes, puisque Flore a travaillé à la fois chez YouTube et chez Google, à Dublin et dans la Silicon Valley. Et elle a pris le défi de rejoindre une marque qui a déjà plus de 90 ans. 90 ans cette année en 2022, c'est un grand challenge. Et donc de réinventer une stratégie marketing et communication. Donc elle va nous en parler tout à l'heure. Et Flore est également membre du club des annonceurs que vous devez connaître, je pense. En tout cas, pour tous les patrons de la com et du marketing de grandes entreprises et même de quelques-uns de start-up sont dans ce doux tank. Donc nous apprécions d'avoir des témoignages très concrets. Ensuite, je vous présente Nathalie. Nathalie qui nous vient tout droit de Brest. Brest, où elle a pris la direction de Brest, direction déléguée maire de Brest M. Alors Brest M, ce sont un groupe d'infrastructures qui sont reliées à la mer. Et notamment, peut-être que vous connaissez Océanopolis. Océanopolis, qui connaît dans la salle? Très bien. Félicitations. Vous mieux après, alors. Patrice, je vois que tu es là, bonjour. Félicitations. Océanopolis, elle nous en parlera tout à l'heure, effectivement. Mais il y a aussi d'autres infrastructures et chaque fois qu'on en parle avec Nathalie, j'ai fait des découvertes fabuleuses. Donc tout à l'heure, j'ai appris qu'il y avait aussi une goélette historique. Donc je pense que tout ce que nous pouvons faire avec la mer, et Nathalie a des solutions. Donc Édouard, vous voyez, on nous reproche souvent d'avoir trop d'hommes et pas assez de femmes sur les tables rondes. Là, c'est un peu l'inverse. Mais on est très content que tu représentes la minorité aujourd'hui, Édouard. On va te demander ta morning routine aussi, comme Frédéric Mazzella. Donc, Édouard, tu n'as pas la réponse? Non, j'ai pas de morning routine, mais cette vidéo est extraordinaire. Je vous invite tous à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, éditée par Sista. Voilà, le collectif de femmes qui cherchent à ce qu'il y ait plus d'investissement, des VC qui investissent dans les start-upeuses. Donc, Édouard qui a toujours des nouvelles expériences à raconter dans le domaine du vin, de l'œnologie et de la découverte, et qui est toujours à nous surprendre avec des nouvelles actions, des nouvelles innovations, des nouvelles façons d'engager sa communauté. Et pendant le confinement,
Je l'ai beaucoup entendu sur Clubhouse. Est-ce que quelqu'un connaît Clubhouse? Levez la main. C'était un phénomène, un vrai phénomène, et ça fait un petit peu une forme de bulle. Mais en tout cas, c'était dans le contexte qui était celui du confinement. C'était très utile pour rester en relation et Edouard avait beaucoup de followers, une très forte audience sur Clubhouse. Et maintenant, tu as réinventé et tu as fait d'autres choses que tu vas nous présenter tout à l'heure. Mais Clubhouse a beaucoup inspiré Twitter, qui a créé des rooms sur Spaces, sur LinkedIn, qui était là sur scène hier matin. LinkedIn Lux était avec nous, qui va annoncer aussi qu'ils ont des solutions audio bientôt. Et donc, ça a créé un effet de rajeunissement de notre relation client. Je ne vais pas parler trop de relations clients parce que c'est le domaine de stratégie client dont on vient de voir la dernière table ronde. Estelle qui est aussi sur le son. Estelle qui a travaillé, elles se connaissent très bien, Flore et Estelle, de chez Deezer. Estelle, donc tu travailles chez la plus grande entreprise de musique en France, créée en 2003, c'est ça? Ah non, créée en 2007. Ah, 2007. On va dire une pépite de la French Tech. Exactement, et qui a déjà 33% de part de marché. Alors, c'est à peu près autour de ces eaux-là. On est encore leader sur notre marché d'origine, en effet. Et qui a dû aussi se réinventer, mais qui l'a fait de façon très intelligente. Elle va nous en parler tout à l'heure. Bah, écoutez, pour commencer, je pense que là, vous êtes gâtés. Vous avez un super plateau et ils vont vous donner plein d'informations très concrètes. Pour commencer sur cette question d'actualité, de qu'est-ce que vous avez fait dans les communautés, je vais passer la parole à Flore qui a préparé beaucoup de choses très visuelles que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag EMKTP 2022. Donc n'hésitez pas à prendre des photos et à citer le salon. Et Flore, raconte-nous ce que tu as fait. Je te passe la après le petit clicker. Hop, merci. Déjà, bonjour à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc effectivement, je vais prendre la parole là pendant, je pense que j'ai 10 minutes, c'est ça? Donc je vais m'efforcer de tenir le timing. Ne te presse pas. D'accord. J'appuie juste sur le petit bouton vert. Oui, là c'est moi, c'était juste pour vous dire un petit coucou. Ok, super. Donc déjà, par quoi commencer? Donc notre thématique du jour, c'est les communautés, la réinvention des communautés à l'ère de l'événementiel. Je pense que c'est important déjà que je définisse ce qu'on entend par communauté chez Monoprix. Donc il y a 3 types différents de communautés qui sont somme toute assez classiques au final. Donc la communauté de nos clients, de nos consommateurs. Ensuite, la communauté de nos marques partenaires. Donc on source beaucoup de jeunes marques qui sont référencées chez Monoprix, qui sont des marques inédites, qu'on trouve nulle part ailleurs, éco-responsables, etc., qui ont ce petit, on va dire, supplément d'âme qui fait qu'on pense qu'elles sont intéressantes à figurer dans nos magasins. Et le 3e volet, c'est évidemment le volet employé. Donc je vous parlerai un petit peu de ces 3 communautés en filigrane. Au niveau de l'événementiel, qu'est-ce que j'ai à dire? Une petite chose avant, excuse-moi, je t'interromps. Vas-y, je t'en prie. Mais on n'a pas demandé qui était client de Monoprix dans la salle. Ah. Attention à la question. Qui est client de Monoprix dans la salle? Voilà. Ah, c'est pas mal. Merci à vous. Donc, vous faites partie de notre communauté. Du coup, au niveau de l'événementiel, je pense que ce qui est important, évidemment, donc là, c'est limite déjà du passé, c'est important d'aborder l'événementiel dans sa dimension omnicanale, donc plus seulement l'événementiel en physique, mais justement en quoi on aborde l'événementiel dans tous ses aspects, sur tous les touchpoints clients. La deuxième chose qui est importante à souligner, je pense, avec le contexte actuel compliqué et contexte Covid, c'est qu'au final, c'est de plus en plus dur pour une marque de créer de l'événementiel sans purpose, sans pourquoi derrière. Et au final, ce dont on se rend compte, c'est que de plus en plus, on peut capitaliser sur nos communautés pour créer de l'événement. Donc, ce que vous pouvez voir ici, je vous expliquerai un petit peu après. Donc, on a 3 formes de manières d'engager ou d'objectifs avec nos communautés. C'est 1, les informer, 2, les divertir, 3, les inspirer. Et un petit 4e, évidemment, si ces communautés peuvent prendre une action quelconque, et je reviendrai là-dessus, pas nécessairement aller en magasin, mais interagir avec Monoprix sous quelque forme que ce soit, c'est également quelque chose qu'on va regarder, qu'on va essayer de mesurer, etc.
Au niveau de la communauté, l'événementiel, il y a 3 choses qui importent pour nous. C'est justement l'engagement de nos communautés sur le digital. Donc là, je vais passer les 3 prochaines minutes, on va dire, à vous en parler. Ensuite, justement, faire en sorte que ces communautés prennent action. Donc je vous montrerai quelques exemples de choses qu'on a mises en place. Et le dernier point, c'est évidemment tout ce qui est événementialisation en magasin et réinventer l'expérience magasin à la sauce Monoprix. Donc pour commencer sur le digital, je vous disais qu'en fait maintenant c'est nos communautés ou en tout cas nos consommateurs, nos clients qui vont créer l'événement. On pense que justement, si c'est nous qui créons un événement sans qu'il y ait de besoins clients derrière ou de préoccupations, ça ne sert à rien. Ici, ce que vous pouvez voir, c'est que justement, à l'ère Covid, etc., on revient un petit peu sur ces événements qui constituent nos vies, au final, ces petits moments de vie vécus en famille, entre amis, etc. Et on pense que c'est le rôle de la marque de théâtraliser, au final, ces événements qui, eux, proviennent des consommateurs et des clients. Donc une chose qu'on fait sur base régulière, toutes les 2 semaines, c'est qu'on va rigrammer, par exemple, donc rigrammer, partager, petit lexique. C'est toi qui as inventé le terme. Non, je pense que ça existe, hein, je ne vais pas m'approprier ce terme. Qui connaissait rigrammer, le verbe rigrammer? Je rigrame, tu rigrammes, oui. Zut, je ne peux pas me l'approprier, donc non, c'est... Non, mais très bien, 5 personnes dans la salle, c'est très donc, bien. En gros, c'est repartager des posts de notre communauté. Donc on a beaucoup de clients, surtout de clientes, qui partagent des photos de moments de vie auxquels Monoprix sont associés. Donc du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est rassembler ces témoignages toutes les 2 semaines, les théâtraliser pour créer un événement autour de ça. Donc nos posts préférés de la semaine. Une autre chose qui est importante pour nous, donc on rentre assez souvent de nouveaux produits. Donc je vous disais, on a une charte de qualité qui est assez importante pour nos produits. C'est pour ça qu'on appelle ça des produits pépites. Donc on a évidemment notre marque propre. Vous connaissez sûrement certaines de nos gammes, Monoprix Bio, Monoprix Gourmet, etc. Mais on a également des produits, donc là c'est un exemple Monoprix Gourmet. On a également des pépites de jeunes marques qu'on rentre. Et là l'idée, c'est pas juste de dire on a un nouveau produit, super, mais justement de faire en sorte que notre communauté sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, etc., soit engagée. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous suivez une story. Et en réalité, ce qu'on va demander, c'est qui connaît le skir. Donc je vous parlais d'informer, divertir et inspirer. Ici, on va essayer de faire un petit peu tout en même temps, donc en posant des questions, en faisant en sorte que notre communauté réponde et en essayant d'être le plus ludique au niveau de l'approche des produits qu'on veut mettre en avant. C'est bon, mon clicker. On va également, je vous disais que les événements, c'est au final aussi, c'est pas que nous qui parlons des événements qui sont importants pour Monoprix, on parle d'événements qui sont importants pour la vie de nos consommateurs, de nos clients. On a des gros, ce qu'on appelle marronniers, vous connaissez sûrement le terme, au cours de l'année. Donc on a Pâques, Noël, la rentrée, etc. Ce qu'on va essayer de faire justement, c'est d'événementialiser sur le digital. Alors c'est également le cas en magasin, mais sur le digital sous forme, encore une fois, ludique pour que nos consommateurs soit pas seulement à se dire je vais aller chez Monoprix pour acheter mon cartable, mais qu'il y ait une vraie connexion qui se crée sur les réseaux sociaux. Donc ici, vous pouvez voir, on essaye de le faire de manière assez rigolote à la sauce Monoprix, puisqu'on est une marque gay, qu'on est connu pour notre humour. Donc justement, l'idée, c'est de dire, si vous devez, c'est la rentrée, on retourne au bureau, à chaque collègue son cadeau, quel cadeau pour le collègue qui s'énerve vite, quel cadeau pour le collègue qui est toujours en retard, quel cadeau pour le collègue stressé, etc. Et essayer un petit peu... Mauvaise humeur. Il y a plein de configurations possibles. Et essayer d'éditorialiser un petit peu le contenu de façon ludique et rigolote. Là, vous pouvez le voir aussi, justement, sur la période de la raclette, un moment de l'année qui me tient beaucoup à cœur, j'adore ça. On teste les connaissances sur la raclette, on essaye de ne pas juste dire venez acheter la raclette chez Monoprix, mais vraiment d'être hyper ludique, de donner si possible des informations, des petits quiz sur quelle est l'étymologie de la raclette, d'où ça vient, etc., pour justement créer un engagement qui va au-delà de l'engagement transactionnel, je dirais. Ça, je vais passer, parce que j'essaye de ne pas être égoïste et de partager mon temps de parole. Un autre aspect toujours de l'engagement des communautés sur le digital qui est très important, c'est les live shopping. On a une fréquence de live shopping qui est assez marquée chez Monoprix puisqu'on en fait 2 par mois. Et en réalité, la question qu'on s'est posée sur les live shopping, c'est quel équilibre entre business, donc conversion,
et live shopping en tant que reflet de la marque. Et en réalité, la chose qui est assez intéressante et sympa, c'est qu'on n'a pas à prendre de décision sur le sujet, puisque on a certains live shopping qui vont nous permettre d'assurer une rentabilité, puisqu'on va faire des partenariats avec des marques qui donc vont sponsoriser ces live shopping. Et d'un autre, on va faire aussi des live shopping, évidemment, toujours dans le premier pan qui correspondent à nos temps forts. Vous voyez ici le live shopping Cachemire, Noël, live shopping foire au vin qu'on a pu faire. Mais on a aussi des live shopping qui portent nos valeurs de marque. Donc par exemple, le live solidaire qu'on a pu faire pour la lutte contre le cancer du sein, où l'équipe Textile Maison Loisirs avait développé une collection capsule. Donc on appelle toujours ça un live shopping parce qu'on a la possibilité de choper la collection directement via le live. En revanche, c'est un événement qui va beaucoup plus porter la marque que réellement nous apporter des conversions. Et vous avez commencé quand les live shopping? Alors c'est une très bonne question. C'est donc le live shopping, c'est de manière générale la tendance est venue d'Asie il y a déjà quelques années. C'est vrai que nous on s'y est attelé dès l'année dernière. Et je pense que c'était sur ma slide précédente, on voyait le live shopping foire au vin, qui est le premier gros live shopping qu'on a fait, où là, pour revenir à ce trio informer, divertir et inspirer, on était justement sur de la découverte de vins qui était assez insolite, porté par une présentatrice qui était une employée interne, et qui donc nous permettait de découvrir de nouveaux vins auxquels on n'aurait pas nécessairement pensé. Je vois Édouard qui écoute avec beaucoup d'attention. Je pense qu'il va un avoir partenariat beaucoup de questions à te poser. Ouais. Est-ce que tu as fait des live shopping déjà, Édouard? Alors oui et non, Pour Lavinia pas dans ce sens-là. On a fait des lives Instagram, on en a fait pas mal et on a fait pas mal de choses sur Clubhouse pendant la période du confinement, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais oui, c'est un sujet qui m'intéresse. Très bien, on en reparlera. Donc vous regardez vers l'Asie, c'est ça qui est intéressant aussi. Et c'est pas simplement des influenceurs, puisque en Asie, on parle beaucoup des influenceurs, notamment dans la food, et notamment où les Français ont des choses à raconter et sont très appréciés. Donc vous le faites vivre aussi par des personnes de l'interne. Complètement, c'est hyper important. Je reviens à ce trio de communautés où nos employés, on veut vraiment les utiliser. On a la chance d'avoir des employés qui sont fans généralement de la marque Monoprix, qui mangent Monoprix, qui portent du Monoprix, comme c'est le cas pour moi aujourd'hui. Donc en gros, c'est vrai que c'est des personnes qui sont vraiment enclines à prendre la parole pour Monoprix. Je continue rapidement, je vais être sûre de conserver. Tu n'as pas pris ton t-shirt Woman is the Future et cancer du sein? Alors, je l'ai acheté pour mes filles. Ah oui, d'accord. Moi, je l'ai acheté pour moi, tu vois, égoïstement. Il est très joli. Vous l'avez encore en boutique, je crois. Merci pour la petite pub. Non, effectivement, il est encore disponible en boutique. C'était pour le cancer du sein aussi, pour une Tout à fait. Donc, je reviens sur les 3 leviers dont je vous parlais. Un premier levier qui est donc l'engagement des communautés sur le digital. Là, je vais passer à la communauté qui devient actrice réellement de Monoprix. On a lancé, alors pareil, petit coup de pub, toujours un programme ambassadeur pour réellement que les gens qui adorent la marque Monoprix, qui sont consommateurs, puissent le dire, qu'on puisse justement relayer ça. Donc c'est plus la marque qui dit qu'elle est géniale, c'est le consommateur qui porte la voix de la marque, et ça nous permet en fait de renforcer notre crédibilité, notre légitimité. Donc là, gros programme ambassadeur qui est lancé sur nos marques propres, Monoprix Gourmet, Monoprix Bio, etc., qui va être relayé du coup évidemment en médias, mais aussi sur notre site. Donc quand vous irez par exemple sur la fiche produit de tel produit Monoprix Gourmet, vous aurez la possibilité de voir la vidéo de la personne qui a apprécié ce produit et qui apporte donc une caution supplémentaire pour Monoprix. Je vous parlais de ces 3 ponts de communauté, donc évidemment nos clients, les marques avec lesquelles on travaille et les employés. Ici, on travaille l'aspect vraiment les marques avec lesquelles on collabore et qu'on référence en magasin. On a lancé il y a un mois un concours sur Ulule. On a eu un nombre de candidatures incroyables pour référencer les prochaines marques qui seront chez Monoprix. Donc Est-ce que vous connaissez Ulule déjà? Oui, est-ce que vous connaissez Ulule? Dans la salle, vous connaissez Ulule? Oui, un bon tiers, mais peut-être tu peux réexpliquer ce qu'est Ulule. Tout à fait. Donc Ulule est une plateforme collaborative qui permet de sourcer des projets. Donc soit on peut le faire à titre individuel, soit on peut le faire en tant que marque. Et ici, donc Monoprix a fait un appel à projets sur 8 catégories différentes. Justement, on cherchait des jeunes marques à référencer sur l'alimentaire, la beauté, le textile, maison, loisirs, mais aussi tout ce qui est objets connectés, mobilité douce, etc. On a reçu plus de 460 candidatures, donc c'était du jamais vu. On était
hyper contents. On s'est réunis hier, donc le jury, pour voter pour les 8 lauréats. Et là, c'est pareil, on parlait d'événementialiser, d'animer nos communautés et d'événementialiser. On va faire un live sur le sujet qui aura lieu en mai, où justement on présentera ces marques qui ont été sélectionnées, pourquoi on les a sélectionnées, et qui seront présentes à partir de 2023 en magasin. Juste, je t'interromps. Ulule est en général utilisé, pas par des marques, mais plutôt pour des appels à des projets pour l'environnement ou pour des petites start-up ou des créateurs. Oui, tu as raison. Ce qu'on trouvait intéressant dans le partenariat avec Ulule, c'est que Monoprix, on a vraiment un côté éco-responsable, RSE, qui est important pour nous. On va sourcer des marques qui font très attention à la manière dont justement elles travaillent le produit, au respect de la chaîne, au respect de l'animal, au respect justement de la non-pollution, de l'environnement. Donc du coup, c'est pour ça que ça nous intéressait. En termes d'ADN de marque, on avait un vrai fit. Et puis, vous avez l'habitude de faire des collections capsules depuis un certain temps. Exactement, tout à fait. Donc je continue sur le fait qu'on veuille que notre communauté prenne action. Ici, vous avez peut-être entendu parler de la rétrospective Monoprix. Donc comme le soulignait Cécile, c'est les 90 ans de la marque. Je m'excuse juste, je vais m'absenter 2 minutes pour dire au monsieur derrière le rideau noir d'arrêter de faire du bruit. Parce que je crois que voilà, mais continue. Ça marche. Donc la rétrospective, qu'est-ce que c'est ? On a tout simplement décidé de rééditer des pièces, principalement design, de designers qui avaient collaboré avec Monoprix au cours des 90 dernières années. Donc une grosse partie de ces rétrospectives a été écoulée parce que ça a fait un gros carton. Il y a encore certains articles qui sont dispo en magasin. Mais là, on ne s'est pas contenté de faire ça. Je vous parlais d'événementialiser. On a carrément décidé, en partenariat avec le Musée des Arts Décoratifs, de faire une exposition rétrospective prise unique, qui était donc l'ancien Monoprix et Monoprix. Je vous invite à aller la voir, elle est encore ouverte au Musée des Arts Décoratifs jusqu'en mai, où justement on présente l'histoire de Monoprix et le rôle de Monoprix au sein de l'histoire du design en France depuis les 90 dernières années. On a également ouvert, alors je ne sais pas si j'ai les photos, on a également fait peut-être sur la slide suivante, voilà. On a également fait un pop-up store prise unique où quand on rentrait dans le pop-up store, on revivait l'expérience qui pouvait être vécue quand on rentrait dans un prise unique dans les années 60. On a également rhabillé notre magasin de Champs-Élysées aux couleurs de prise unique. Donc voilà, là justement l'idée était d'engager, de faire venir en magasin et d'acheter, mais pas de manière classique. Ça va ? Ça va, j'ai pas reçu de gifle, tout va bien. Très bien. Un dernier point qui est important, et après j'ai fini, c'est au niveau de l'environnement magasin. Donc je vous parlais animation de communauté, digital, faire en sorte que les gens prennent action. Et troisième pan, comment est-ce qu'on crée de l'expérience en magasin pour événementialiser nos magasins ? Déjà, en fait, chez Monoprix, on veut vraiment essayer de croiser le marchand et le non-marchand, faire en sorte que l'expérience de shopping soit un vrai plaisir et qu'on ait envie de flâner dans nos magasins. Donc, dans certains de nos magasins, on a des expériences un peu insolites, telles que des douches sonores quand on essaye des avis qui déclament des poèmes. On a également, en fait, des places publiques que vous pouvez voir à l'écran sur certains de nos Monoprix, des sortes d'agora où on peut échanger autour d'un déjeuner, autour de conférences, autour d'experts qui sont venus sur des sujets divers et variés. Ici, vous voyez qu'on avait fait ce jour-là un petit atelier couture où les gens pouvaient venir avec leurs vêtements à repriser. Et du coup, voilà, on crée vraiment de l'événement et un sentiment de communauté par le biais de ces ateliers. Et dernière chose, avant que je me taise, ce qui est aussi important de souligner sur l'expérience magasin, c'est qu'on a installé des pianos. Alors c'est un sujet qui nous tient à cœur chez Monoprix, pour que justement les pianistes en herbe ou confirmés puissent s'exprimer. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que c'est un vrai carton. Il y a plusieurs générations de gens, généralement, qui viennent autour de ce piano, qui regardent le ou la pianiste s'exprimer. Et voilà, on recrée vraiment une notion d'événementialisation, de rencontre de communauté au sein de nos magasins. Et c'est nos clients qui sont les rois sur le sujet. Voilà. Alors on sent vraiment une telle densité d'action, c'est incroyable. Vous êtes devenu un service créatif avant. Il y a beaucoup de choses, oui, c'est vrai. Et qui c'est qui a les idées ? Est-ce que tout vient de toi ? Tout vient de ton équipe de 38 personnes, je crois ou est-ce que ce sont des agences qui vous proposent ? Alors, c'est un mix de tout. C'est vrai que cette question de la communauté, de l'engagement de communauté, c'est pas juste une question de marque, ni une question de marketing. On a toutes les équipes au sein de Monoprix, que ce soit les bureaux d'achat,
a Monoprix Online, la direction innovation, la direction marketing, qui abordent en fait ces problématiques, et les magasins, qui abordent ces problématiques de manière transverse. Donc c'est ce qui nous permet justement d'avoir de l'impact et d'avoir un vrai ralliement autour des sujets que je viens de porter, mais dont je ne suis pas évidemment la seule créatrice. En tout cas, j'ai la vidéo du piano, de quelqu'un qui s'est mis au piano dans le magasin. J'ai épargné un petit peu vos oreilles, mais si vous voulez, on la passe après, à la fin, vous me le direz. Mais en tout cas, félicitations. Ça nous fait une excellente transition avec Estelle. Donc Estelle, dans la musique chez Deezer. D'abord, tu vas nous redire, pour les personnes qui ne connaissent pas encore Deezer dans la salle, ce que vous faites exactement. Et puis, qu'est-ce que c'est la notion de communauté chez toi? Parce que c'est aussi bien en B2C qu'en B2B2C. Merci Flore pour cette introduction. On se connaît bien avec Flore parce que, si je peux le dire, Flore a travaillé avant Monoprix chez Deezer. Donc voilà, on n'était pas dans les mêmes services. Alors c'est un peu difficile de passer après toi, surtout que j'ai pas préparé de slide. Je pense que vous connaissez Deezer, donc on est la plateforme de streaming française, néanmoins disponible dans 180 pays du monde. On a été créé en 2007, donc on est vraiment une pépite de la French Tech. On n'est plus tout à fait une start-up parce qu'aujourd'hui c'est 600 personnes à travers le monde. Voilà, le service est disponible dans 180 pays, mais on a des bureaux dans une vingtaine de pays. On est pour la 3e année ou 4e année consécutive lauréat du programme Next 40, donc, qui est un programme du gouvernement qui accompagne les entreprises de la French Tech. C'est l'équivalent du CAC 40, mais côté start-up. Oui, c'est ça, mais un peu moins dimensionné, puis on n'est pas coté en bourse, donc il y a un peu moins de pression, je pense, à ce niveau-là. On reste encore leader sur notre marché français. Bien évidemment, à travers le monde, il y a des plateformes de streaming qui dominent le marché. On va parler évidemment de Spotify qui reste européen, et puis des plateformes américaines pour le coup. Mais on arrive quand même à se hisser à une 4e position mondiale, donc on n'en est pas peu fiers. Alors, on est un pure player digital, donc on n'a pas cette expérience exactement à faire vivre à travers un réseau magasin. Quoique, c'est un peu la particularité, c'est ce que j'expliquais justement à Nathalie backstage tout à l'heure. C'est pas forcément connu du public. Alors évidemment, on engage à travers nos communautés, principalement réseaux sociaux, et les artistes sont vraiment au cœur de notre engagement. Donc on va parler plutôt d'engagement de communauté de fans, pour le coup. Je parle sous ton contrôle, peut-être, Flore. Mais on a une vraie spécificité et qui fait partie du modèle en fait de croissance et qui assure aujourd'hui un vrai socle de notre business chez Deezer, qui est en fait un modèle pas que B2C, mais qui est un modèle B2B2C. Donc généralement, quand je dis ça, les gens ne voient pas trop de quoi je parle, mais quand je dis, mais souvenez-vous, et c'est quand même ce qui a lancé Deezer sur le marché français et qui a contribué aussi à lancer le marché du streaming en France, c'est que souvenez-vous de l'époque où dans les forfaits Orange, Deezer était inclus et était gratuit. Donc tout le monde se souvient de cette époque-là. Bon, c'était de 2010 à 2014. Donc ça a vraiment contribué à augmenter notre notoriété et à nous lancer. C'était dans un contexte où les opérateurs étaient en recherche à la fois de rétention de parc avec l'arrivée de Free Mobile et donc en recherche d'ARPU. Ils ont notamment Orange, qui est aussi un investisseur dans Deezer, a identifié la start-up et a senti en fait l'arrivée de cette transformation de l'écoute de la musique physique vers le digital. Et donc en fait cette dimension des partenariats B2B est un vrai socle de business pour Deezer et de croissance. Qu'aujourd'hui on a plus de 50 partenariats de cette nature dans le monde, donc beaucoup avec des opérateurs de téléphonie, également avec des retailers, mais on vient de signer un très gros partenariat en Allemagne avec RTL, où là ils vont amener finalement les contenus audio, les contenus vidéo, quand nous on va amener les contenus audio dans une volonté de commencer à aller vers des économies d'échelle pour les consommateurs qui à un moment n'arrivent plus dans leur portefeuille, surtout aujourd'hui dans cette période d'inflation, à payer leur abonnement de streaming, Canal, leur assurance mobile, etc., etc. À la fin, ça fait des 200 € par mois de dépenses, divertissement et autres services. Bref, tout ça pour vous dire, et moi je m'occupe notamment de ces partenaires sur le marché français. Donc on est en partenariat, d'ailleurs il prenait la parole juste avant, avec le groupe Fnac Darty, avec Orange qui est notre partenaire historique, et avec SFR. Et donc on s'appuie, et toute la force de Frappe, c'est justement de s'appuyer sur leur communauté de vendeurs. C'est encore aujourd'hui des
des distributeurs qui ont évidemment qui sont sur un modèle omnicanal, mais qui sont très très présents encore sur la distribution physique avec des gros réseaux de magasins et des communautés de vendeurs. On parle de plusieurs milliers de vendeurs. Donc on est vraiment dans le marketing et la distribution et l'engagement de communauté dans la revente de nos offres d'abonnement à Deezer. Et là, on va vraiment travailler en long, en large et en travers la part de cœur de ces communautés, le discours de revente, la formation, l'animation des ventes, etc. Et ce que j'expliquais à Nathalie, c'est qu'évidemment, quand la pandémie est arrivée et que tous les commerces ont fermé, donc ça a été un peu panique à bord pour ma business unit. Sur la France et la même chose sur les autres marchés où on opère. La chance qu'on a eue, c'est que finalement les telcos et Fnac Darty ont été identifiés comme des produits de première nécessité. Donc ça a permis de ne pas mettre le zéro absolu sur nos PNL B2B2C. Et donc il a fallu trouver en revanche, puisque du coup la fréquentation des magasins, les flux étaient réduits, la façon dont vous pouviez entrer dans les magasins, je pense notamment au telco, c'était sur rendez-vous, etc. Donc on n'était plus du tout dans ce dynamisme de communautés qui vont passer du temps à vous expliquer que parce que vous achetez évidemment une enceinte connectée chez Fnac Darty, de vous offrir 4 mois de musique sur Deezer, ça fait totalement du sens. Les gens étaient revenus vraiment à l'essentiel. Donc il a fallu se réinventer et retravailler ces communautés et maintenir le lien et la part de cœur. On a aussi des programmes ambassadeurs justement avec ces acteurs, essayer de retrouver du sens. Vous savez aussi que dans le monde telco, retail, il y a aussi une grosse part à l'événementiel. Alors encore une fois, c'est moins glamour, il n'y a pas de piano. Quoique on arrive à faire des choses assez sympas avec des showcases, des concerts offerts par Deezer. Il y a toute une grosse partie d'engagement des communautés à travers tous les événements classiques qui vont être les conventions des ventes, les salons de formation faites par la Fnac, Orange et autres de leur propre communauté. Donc où Deezer est toujours très attendu parce qu'on est un petit peu la respiration, l'entertainment, de par les partenariats la nature des partenariats qu'on a loués. On anime et on apporte justement toujours un événementiel musical. Là, on prépare la prochaine convention des ventes avec Orange qui revient en physique. Mais il y a eu toutes ces conventions qui se sont complètement digitalisées. On a même été, notamment avec SFR, jusqu'à sur un modèle d'e-convention qui n'était plus juste d'être derrière un Zoom, mais où on était dans un monde totalement virtuel. Ils avaient recréé un écosystème de salons totalement virtuel où on devait choisir notre avatar et essayer de recréer de l'engagement, du lien, de la proximité. Donc une expérience. De manière totalement en 3D et c'était presque un début de métaverse finalement. Si on veut faire la transition, parce que c'est aussi un sujet qui est prégnant chez nous. Et d'ailleurs peut-être pour justement faire une petite digression sur ce sujet, évidemment, c'est un sujet qui nous préoccupe énormément, sur lequel on est en ce moment confronté à une problématique qui est la gestion des droits musicaux, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes aussi d'une certaine manière un retailer de la musique, c'est-à-dire qu'on nous livre des catalogues. Les maisons de disques nous livrent leurs catalogues, vous pouvez les streamer, un peu comme si vous alliez dans un... Voilà. Mais on est qu'un intermédiaire finalement et rien ne nous appartient. Rien n'appartient d'ailleurs non plus complètement à nos clients, puisqu'une fois que vous arrêtez de payer votre abonnement, les titres ne vous appartiennent pas. Et donc c'est une grosse réflexion et une complexité qui est comment aller dans le métaverse sur ce positionnement finalement d'intermédiaire de la musique, alors que rien ne nous appartient, que ce ne sont pas nos artistes, qu'on n'est pas les maisons de disques. Et là, on commence à... on ne sait pas encore comment résoudre cette équation. Vous pouvez peut-être acheter un terrain. Il y a 2 jours, sur la table ronde, il y avait des intervenants qui vendaient des terrains dans le métaverse. Donc ça peut être une première Oui, mais pour y mettre quoi? Parce que les artistes ne sont pas... Une grande scène, par exemple. On va vous faire une proposition. Très bien, mais il faudra qu'on aille la négocier effectivement avec Universal, Warner, Sony, parce que rien ne nous appartient, en fait. Voilà, rien ne nous appartient. En tout cas, avec ce confinement, tout ce qui est connexion à distance, on a vu bien sûr les succès de Netflix. Ah oui, alors ça, le confinement, ça a été... On ne parle pas depuis janvier 2022 où c'est un petit peu plus difficile pour eux, mais il y a eu de nouvelles consommations parce qu'il y avait un temps libre qui était plus important et qu'on avait besoin de s'évader et que le digital était là, notamment sur cette partie musique. Nos abonnés ou les gens qui utilisent notre service de manière gratuite, c'est sûr que la pandémie a été...
Alors, sur le modèle de distribution de ma business unit, ça a été plus difficile, mais c'est vrai que pour le service en tant que tel, ça a été absolument exceptionnel parce que j'ai quand même la chance de travailler dans une entreprise qui propose un service qui globalement apporte quand même du bonheur et de la joie et qui s'inscrit dans le quotidien de tout le monde. Et là, ça a absolument explosé en termes de consommation et de volume de stream pendant le confinement. Alors avec une transformation qui s'est opérée sur les moments de consommer le service, puisqu'on a pu retrouver forcément les pics, notamment sur le commuting du matin et de la fin de la journée, mais des moments beaucoup plus étalés dans la journée. Après, vous savez qu'on éditorialise aussi beaucoup nos playlists, donc la playlist... ménage en musique a par exemple explosé pendant en tout cas le premier confinement. Et puis on a aussi, dans notre app, on a évidemment une section dédiée aux podcasts. Et là, c'est tous les podcasts de bien-être, de méditation, tout ce qui tournait autour du sport, qui ont évidemment explosé pendant la pandémie. Donc si on a pu mettre un peu notre pierre à l'édifice pour essayer d'apporter un peu de bonheur ou de soutien à nos abonnés, en tout cas, voilà, on ne l'avait pas prévu comme tel, mais là, pour le coup, ça a vraiment pris tout son sens. Et pour terminer sur cette partie innovation de ce que vous avez fait pendant cette période, la création des liens directement avec les scènes de concert. Ah oui. C'est peut-être en sortie de confinement plutôt. Mais Alors oui, alors ça, c'est vrai que évidemment la musique live a été totalement mise à l'arrêt. Et dans ce contexte, Deezer a opéré l'achat de 2 entreprises américaines, une qui s'appelle DreamStage et une qui s'appelle Drift, qui sont en fait 2 sociétés spécialisées à la fois dans la captation et dans la technologie pour diffuser le live streaming. Donc nous, c'est pas le live shopping, c'est le live streaming musical pour le coup. Donc voilà, donc on a commencé sur ce marché, donc ça a permis quand même de maintenir le lien entre les artistes, leurs performances live et de continuer à rentrer dans les foyers des abonnés Deezer. Et c'est quand même quelque chose, la Fnac étant un de nos clients, évidemment, on discute beaucoup avec les gens de Fnac Billetterie, qui ont aussi identifié malgré tout, même si aujourd'hui le live a repris vie et que les gens évidemment se précipitent et que les festivals n'ont jamais été aussi remplis et réservés à l'avance que depuis en tout cas cette année. Il y a quand même un marché pour le live streaming qu'on a bien identifié, qui permet aussi de rendre, peut-être dans une démarche avec beaucoup de guillemets RSE, en tout cas de rendre accessible la musique live, parce que nous on la voit sous notre prisme parisien, mais il y a quand même des gens qui n'ont pas forcément une salle de concert si proche de chez eux, ou en tout cas aujourd'hui, avec le prix de l'essence qui flambe, etc., la possibilité de se déplacer en famille, de payer le transport et l'hôtel pour aller voir un concert, ou tout simplement parce que c'est un artiste qui ne va pas forcément passer en France. Donc là, ça va être sur de l'adressage de communautés de fans plus spécifique. Mais finalement, d'être dans cette démarche d'accessibilité de la musique live, avec une approche extrêmement qualitative, parce que l'idée, c'est d'arriver à refaire vivre aux gens chez eux, donc du mobile, mais aussi du PC et à travers nos partenaires, notamment opérateurs Orange et SFR, voir comment on peut le faire rentrer via les Livebox ou la box SFR, les box Internet jusque sur l'écran de télé, à des coûts en plus qui permettent des vraies économies d'échelle. Globalement, un concert de live streaming, ça va coûter 15 €, 20 € selon l'artiste. Donc vous pouvez vous retrouver à plusieurs chez vous et partager quand même un moment de convivialité pour une somme beaucoup plus abordable. Et donc quelque chose que vous auriez jamais fait auparavant. Non. Et là, c'est un déclencheur. Exactement. Merci Estelle. Nathalie, donc Estelle t'avait déjà tout dit sur son expérience. Alors, moi, je vais vous emmener dans un univers qui n'a rien à voir, en fait. Tu as ton bip. Pardon ? Tu peux prendre le petit boîtier. Donc, juste pour planter le décor, parce que vous n'étiez que 3 à connaître Océanopolis dans la salle. Donc, Océanopolis, c'est un centre de culture scientifique, technique et industrielle, basé à Brest, dont la mission, c'est de sensibiliser et éduquer le plus grand nombre aux enjeux liés à l'océan. Alors, il se trouve que l'océan est devenu, depuis peu de temps, un sujet un peu de préoccupation. Donc nous, on est dans un autre univers. On est dans l'univers de la culture scientifique. Donc, bien évidemment, il y a beaucoup de parallèles. On va retrouver aussi cette notion de communauté. Je vais vous en parler un petit peu. Mais le point d'entrée pour nous majeur, en fait, c'est la raison d'être. Notre raison d'être, c'est de partager des savoirs et de créer des émotions pour changer le regard sur l'océan. Donc nous, on va retrouver dans nos communautés des gens qui sont interpellés, concernés, ambassadeurs de ce sujet-là, en fait. Ou en tout cas, qui se posent des questions, qui s'y intéressent ou qui sont des contributeurs.
Alors, Le bouton rouge, c'est pour revenir en ouais, arrière. je vais peut-être si revenir tu en veux. arrière. Hop. Donc, nous, on est vraiment dans le vivant, dans l'instant, dans l'échange avec des scientifiques, dans l'émerveillement procuré par le vivant pour la compréhension de la biodiversité marine, de ses enjeux, du rôle de l'océan dans la régulation du climat. Donc, c'est vrai que la partie animation des communautés, elle se fait vraiment en live. Et on travaille sur des communautés, comme c'était raconté par Fleur et par Estelle, où on va retrouver des similitudes. On a bien évidemment une communauté grand public. Et nous, on va s'intéresser plus particulièrement aux familles, puisqu'on vient beaucoup chez nous en famille. On va s'intéresser aussi à nos abonnés qui habitent généralement à proximité et qui sont incollables, qui connaissent toutes les espèces qu'on peut présenter, qui vont remarquer la moindre modification sur le parcours de visite. Et on va aussi s'intéresser à d'autres types de communautés. Donc on a un travail particulier qu'on fait avec les enseignants. On accueille depuis l'ouverture, la création d'Océanopolis il y a 30 ans, l'école de l'océan. Donc on accueille à peu près 35 000 scolaires par an. Et on anime des ateliers pédagogiques de la maternelle au Master 2, dont le contenu a été monté en adéquation avec les programmes de l'éducation nationale. Et on anime ces ateliers avec des enseignants, avec des classes entières qui sont accueillies dans des salles pédagogiques. Et c'est vrai que pendant le confinement, le premier confinement, il y a eu une rupture de contact puisqu'on s'est tous retrouvés coincés à la maison, les élèves et les enseignants également. Donc il a fallu innover pour garder le contact. Et c'était un moment qui était important pour les enfants et les parents qui se retrouvaient un peu démunis pour faire la classe tout seul à la maison. Donc voilà, donc on a développé tout un dispositif numérique pour nous permettre de continuer à avoir ces ateliers. Donc on a créé des e-classes, des ateliers numériques. Donc là, vous voyez des images d'une classe en réel dans une salle de TP. Donc on a des salles qui sont... ça vous fait penser peut-être à des salles que vous avez connues quand vous étiez au collège ou au lycée, en fait. Dans des salles qui sont entièrement équipées pour travailler sur la biodiversité marine à découvrir. Et donc on a mis en place tout un dispositif qui permet, ce qu'on voit sur la photo de gauche du coup, qui nous ont permis en fait de développer des classes à distance avec en situation réelle. Donc on a un médiateur, vous voyez à l'écran, qui est installé, avec un système de vidéoprojection en fait permet d'échanger avec les élèves qui sont parfois dans une classe à Antony, à Nice ou ailleurs en France. Donc tu n'aurais jamais fait ça, tu n'aurais jamais imaginé. En fait, je pense que faire. c'était dans la tête, mais c'était un projet sur lequel on s'était dit il faudra travailler là-dessus. Mais ça a accéléré les choses en fait, et il a fallu trouver des solutions techniques. Il a fallu adapter le contenu, il a fallu adapter aussi la pédagogie, parce que pour le médiateur qui interagit avec les élèves, il ne peut pas les toucher en fait, il les voit à distance. Mais on a réussi à mettre en place un dispositif qui permet au médiateur de réellement voir la classe, de pouvoir donner la parole aux différents élèves, qui permet aux élèves de voir ce que le médiateur voit sous le microscope binoculaire, donc de voir le vivant, de poser des questions. Et puis on envoie au préalable aux élèves, enfin à la maîtresse, à l'enseignant, des livrets qui leur permettent également de suivre tout le processus pédagogique de l'atelier comme s'ils le faisaient en situation réelle. Voilà, donc ça a été un peu une espèce de prouesse technique et puis d'adaptation de toutes les équipes, mais qui nous a permis de garder le contact avec les classes. Et ça, c'était un point qui était extrêmement important pour nous. Et puis on s'est rendu compte en faisant ça, en fait, que ça nous permettait aussi de répondre à d'autres types de demandes. Et on l'a vu encore sur la fin de l'année 2021 et le début de l'année 2022 avec ce Covid qui nous a empêchés d'accueillir les classes dans de bonnes conditions, ou en tout cas les enseignants qui hésitaient parfois à bouger. On a pu garder ce contact et continuer à être en relation avec les élèves. Et puis aussi, nous, on est basé à Brest, donc à la pointe ouest de la France. Mais voilà, ça ne nous a pas empêché d'animer des classes de l'autre côté à Nice, une ville qui était chère, Cécile. Voilà, donc ça nous a ouvert aussi un peu des frontières. Et puis on s'est rendu compte aussi que cette expertise qu'on avait finalement sur un sujet de préoccupation de société, ça intéressait aussi d'autres publics. Et puis on a eu l'occasion d'animer des ateliers de ce type-là avec des publics en réinsertion, donc rien à voir, dans le nord de la France. Donc voilà, donc c'est plutôt assez enthousiasmant pour nous en fait de se rendre compte que dans la difficulté de cette crise sanitaire hyper contraignante, ça nous a un peu obligés à sortir un peu de notre zone de confort, finalement de rendre possible ce qui nous paraissait un peu compliqué parce qu'on est dans un milieu très scientifique et
voilà, je ne suis pas scientifique moi-même, mais je suis entourée de scientifiques très comment dire, soucieux de l'intégrité de la connaissance qui est transmise, et ils ont bien raison. Mais on s'est rendu compte qu'on pouvait le faire aussi de façon très sérieuse, mais avec des dispositifs un peu différents, à un moment où le sujet de l'océan est juste essentiel et capital. Et je pense que toutes les occasions qu'on peut avoir de sensibiliser le plus grand nombre à ces sujets-là, pour nous, est fondamentale. Et toi qui viens du marketing, puisque tu étais directrice marketing de Reebok, tu étais directrice générale de Pickwick dans les jouets, tu as travaillé chez Cronenbourg, chez Sony, chez Atoll dans les lunettes. Enfin, je crois que j'ai rien oublié, mais si j'en ai d'autres, tu me le dis. En fait, tu as mis en place une stratégie d'écoute client, d'écoute besoin et d'adaptation à la situation à travers ces innovations. Alors je pense que ça, c'est effectivement quelque chose qui est important. Puis c'est aussi le fait que nous, on a un centre de culture scientifique. En fait, alors souvent les gens me disent, ah oui, Océanopolis, c'est un aquarium. Je dis, ok. En fait, c'est tout sauf un aquarium. Chez nous, en fait, il y a effectivement des aquariums. Et l'aquarium, c'est un moyen de sensibiliser. Donc c'est le reflet d'une biodiversité, d'un écosystème. Et c'est un outil pédagogique, en fait. Voilà. Donc c'était vraiment important pour nous de faire sortir cette parole scientifique en dehors des murs. Et voilà, et ce dispositif-là permet de le faire. Alors, évidemment, on fait aussi plein de choses sur site, parce que, comme je le disais, nous, on est dans le vivant, dans l'échange. Donc, il y a plein de choses. Donc, on parlait avec 10 heures du son, et on parlait tout à l'heure avec Estelle de la voix, qui a pris beaucoup de place aussi, je trouve, avec le Covid. Et autour du son, on fait pas mal de choses. On aime beaucoup mélanger en fait les regards en fait sur le sujet de l'océan, et on a lancé l'année dernière un festival des arts pulseurs. Donc c'est un festival qui se passe sur site et qui mélange art et science, et qui permet donc aux visiteurs d'aborder le sujet de l'océan de manière différente au travers du regard d'artistes. Donc c'est traduit avec de la danse sur le parcours de visite, où les visiteurs ont pu accompagner une danseuse équipée de casques audio, donc qui leur ont permis d'être dans une bulle finalement pendant ce parcours, et puis avec de la musique, avec la voix de cette danseuse qui les accompagne dans un ballet un peu aquatique, un petit peu inhabituel. Appréhender le monde océanique de manière différente, appréhender la biodiversité marine de façon différente, et tous ces moyens un petit peu différents qui sortent un peu du cadre, qui permettent d'associer des regards différents, des sensibilités différentes. C'est des choses qu'on aime bien explorer, parce que le sujet de l'océan est extrêmement crucial pour nous. Pour nous et pour tout le monde. Je pense que 2022, 70,8% de la planète est recouverte de l'océan. En fait, il n'y a qu'un océan. On parle des océans, mais il n'y en a qu'un seul. Qui se rejoignent tous, qui ne forment qu'un seul océan. Et ils jouent un rôle essentiel pour la régulation du climat. C'est un gros puits de carbone. Mais bon, je ne vais pas vous refaire tout le dessin, mais avec plein d'effets dominos sur l'impact qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, donc tous ces moyens-là sont importants, qui permettent d'associer des disciplines différentes et des outils différents. Et puis il y a une autre communauté pour nous aussi qui est importante. Et c'était l'autre exemple que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est la communauté en fait des scientifiques, parce que nous on est un centre de culture scientifique, donc on travaille avec une communauté internationale assez importante. Donc je pense que je vais citer quelques noms que vous devez connaître, comme IFREMER, que vous connaissez certainement, le CNRS, comme le Muséum d'histoire naturelle. Enfin voilà, il y a beaucoup, l'Office français de la biodiversité, etc., etc. Donc voilà, on est au cœur d'une communauté importante, et c'est important pour nous aussi d'animer cette communauté. Puis on a eu un événement assez incroyable, unique, il y a peu de temps, dont les médias ont un peu parlé, mais bon... aussi quand même, le One Ocean Summit. Voilà, mais peut-être ils auraient pu en parler un peu plus, mais bon. Le One Ocean Summit, qui s'est déroulé à Brest, donc c'était le premier sommet mondial pour l'océan, qui avait été annoncé par Emmanuel Macron à l'UICN, qui était le sommet mondial de la biodiversité en septembre dernier à Marseille. Donc c'est la première fois en fait qu'il y avait un sommet international qui plaçait l'océan au cœur du débat politique et des négociations. Voilà, donc c'était une chance pour nous que ça se passe à Brest, et ça a été une opportunité pour nous importante de mobiliser la communauté scientifique. Et on a eu la chance de proposer, d'animer le pavillon du grand public pour ce One Ocean Summit, qui était un événement un peu à huis clos avec beaucoup de scientifiques, beaucoup de politiques, dans lequel le grand public était en fait pas vraiment invité.
Donc on a organisé un pavillon qui nous a permis de mobiliser toute cette communauté scientifique. Et on a pendant 3 jours, 4 jours même, accueilli gratuitement les visiteurs pour leur permettre d'assister à la fois à des mini-conférences, donc des speeches d'une demi-heure avec des experts sur plein de sujets différents, la mer nourricière, les hauts fonds, l'énergie, etc. Et puis aussi des conférences un peu plus longues. Et on a notamment organisé une conférence avec le fonds de dotation Oceanopolis Act, dont je m'occupe également, qui là était assez intéressant, qui a permis de croiser les regards entre le ciel et mer, où on a rassemblé un plateau autour de Jean-Louis Etienne, qui est un médecin explorateur, qui est par ailleurs président du fonds de dotation, et puis Jean-Louis Chrétien, qui est un astronaute réputé, et puis des navigateurs comme Thomas Roussel, par exemple, etc. etc. Voilà, donc je vais t'arrêter, Nathalie, parce que sinon on n'aura pas le temps d'écouter Édouard, mais franchement, trois intervenants passionnés qui ont été très créatifs pendant toute cette période, on l'aura compris. Mais c'est vrai que du coup, en point commun, vous êtes sortis de votre cadre de référence, vous avez été explorer de nouveaux territoires, à la fois sur l'événementiel mais à distance, à la fois en permettant des expériences utilisateurs différentes qui vous ont demandé de faire des prouesses techniques et puis de la pédagogie. Et je pense que Édouard, avec son témoignage, tu vas pouvoir aussi apporter une vision complémentaire et différente. Je sais que c'est difficile de passer après trois si belles interventions. On va revenir sur des choses très terre à terre. Redis-nous Lavinia, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas? Peut-être qui ne connaît pas Lavinia, qui boit du vin et qui se sent au moins amateur, si ce n'est connaisseur de vin. Ok, tout n'est pas perdu, donc on vient répondre à ça. Lavinia, c'est une société familiale qui est aujourd'hui un des leaders européens de la distribution de vins et de spiritueux premium en Europe. Par premium, qu'est-ce qu'on entend? Le prix moyen d'une bouteille de vin achetée chez nous, c'est autour de 50-60 € la bouteille. Ah oui, donc quand même. On est assez loin du prix moyen français qui se situe plutôt autour de 5 €. Ça positionne. Hein. Hier, il y avait Cheval Blanc, l'hôtel à la Samaritaine, Saint-Tropez, etc. Typiquement, le Cheval Blanc fait partie des références qui sont distribuées par Lavinia, mais sans aller jusque-là, puisque notre gamme démarre à 10 €. Hein, donc, que ça puisse rassurer tout le monde, on a des vins accessibles aussi. La bonne nouvelle, c'est qu'on boit de moins en moins et de mieux en mieux. Pour la première année en 2022, les Français déclarent acheter des bouteilles en moyenne entre 11 et 20 €, là où on était en majorité dans la catégorie du dessous, c'est-à-dire 5 à 10 €. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est tout un marché qui est en train de s'ouvrir pour Lavinia. Voilà, Lavinia, on a 4 activités principales, je fais très vite, mais qui sont la vente de vin en cave, principalement à Paris, à Madrid, à Genève, l'e-commerce, le corporate business, donc tout ce qui est cadeau d'affaires, incentive, qui est un gros marché, et l'événementiel qui, j'imagine vous vous en doutez, a pris un bon coup dans l'aile pendant la période du Covid et nous a pas mal obligés à nous réinventer. J'imagine que c'est peut-être un peu de ça dont tu voulais. Oui, j'aimerais bien, parce qu'effectivement, alors qu'en moyenne, les responsables marketing d'IRCOM ont l'occasion de faire à peu près 2 sorties par semaine et parfois 2 par soir, je pense que c'est ce que tu vis en permanence, notamment Édouard. Mais voilà, là, il n'y avait plus rien du tout. Donc ça, je pense, dans votre activité de fournisseur officiel de vins et spiritueux, ça a dû être très difficile. Oui, effectivement, ça a été une période difficile. Bon, en tant que caviste, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en France et donc le vin était considéré comme un produit essentiel. Il n'empêche que ça n'était pas nécessairement viable économiquement que de maintenir des équipes, des grandes boutiques, puisque notre boutique à Paris faisait 1300 mètres carrés, hein, donc on n'est pas sur un caviste de proximité. On a fait le choix de fermer. 1300 mètres carrés, boulevard de la Madeleine en plus. Absolument, hein. Qu'on a déménagé avenue Victor Hugo, 22 avenue Victor Hugo, à côté de l'Étoile, donc je vous invite à venir visiter la cave. Donc on s'est retrouvé effectivement avec ces boutiques fermées et sans lien avec nos 2 audiences, qui sont la communauté de clients, des amateurs de vin, et évidemment les 700 vignerons et distillateurs
que l'on distribue et qui sont sans lesquels, évidemment, on ne pourrait pas tenir notre mission. Et je pense que c'est important parce que c'est ce qui nous a permis de nous réinventer assez rapidement pendant la période du Covid. C'est qu'on ne se considère pas comme une entreprise de vente de vin, mais comme une entreprise dont la mission est de transmettre la passion du vin, de célébrer le meilleur du vin, avec toute la pédagogie qui va avec, le fait de pouvoir justement emmener des gens qui se considèrent comme amateurs et qui ont envie d'apprendre davantage dans le vin et les spiritueux, de les aider dans leur progression dans le vin. Et en ayant cette mission-là, du coup, on s'est retourné assez rapidement pendant cette période, notamment, effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, parce que ça a coïncidé avec le moment où, effectivement, on a vu débarquer Clubhouse en France, qui faisait... Janvier 2021 à peu près. Je ne sais pas si tu te souviens à peu près des dates. 20. Janvier 2020 déjà. Et oui, et oui, Ah oui, et oui. merci. Merci du rappel. Enfin, ceci dit, je me suis planté tout à l'heure, donc sur le... Juste avant la pandémie. c'est ça. Et donc, effectivement, au mois de mars, quand le shutdown est arrivé, on s'est dit comment on fait pour maintenir le lien à la fois avec nos clients et avec nos vignerons. Et on s'est dit, il y a cet espace audio qui existe. Et finalement, notre métier, c'est d'être des passeurs d'histoire entre des vignerons et des clients qui ont envie de raconter une histoire. Je ne vais pas vous le faire, mais vous voyez qu'aujourd'hui, en général, quand on arrive avec une bouteille pour des amis, c'est toujours plus sympa d'arriver avec l'histoire qui va avec, et on a de plus en plus d'affect, de relations avec les vignerons, avec leur histoire. Et donc on s'est mis effectivement à raconter ces histoires-là sur Clubhouse à ce moment-là. On l'a fait de façon assez rapide, je pense qu'un certain nombre de marques avaient très peur. Nous, on s'est dit, le plus important, c'est de maintenir le lien. On l'a fait sur Instagram en faisant des lives qui s'appelaient La Vigne Continue, avec nos vignerons, donc, qui étaient restés dans leur vigne et avec qui on faisait des lives sur Instagram. Mais on l'a fait effectivement aussi beaucoup via Clubhouse, en créant une communauté qui est rapidement devenue la première communauté sur Clubhouse. Alors toute largement, proportion et de loin. gardée, parce qu'effectivement, Ah oui. ça s'est ensuite, au bout de quelques mois, c'est retombé. Le learning de ça, c'est souvent quand je parle de ce retour d'expérience, on me dit, tu vois, pour la Vigna, c'était quand même un risque, parce que finalement, ça a fait pchit ce Clubhouse. Peut-être, mais finalement, pendant ces quelques mois où nos clients y étaient, nos prospects y étaient, puisqu'on adresse quand même des CSP+, qui étaient les mêmes early adopters de ce type de fonction, et on y était, et on était la seule marque à parler de vin et de spiritueux. Et c'était évidemment de la brand awareness en premier lieu. Il n'empêche que c'était aussi du ROI, parce qu'on a développé des petits coffrets qu'on envoyait avec des échantillons de vin et de spiritueux qu'on envoyait chez nos clients, chez nos prospects, chez ceux qui souhaitaient participer. Et on faisait la dégustation à distance avec eux, avec un échange avec soit les sommeliers, soit les vignerons, les grands châteaux, etc. Et avec une traduction en conversion qui était... pas significative à cette échelle-là, mais qui n'était même pas attendue à ce moment-là. Donc, et moi, c'est comme ça que je t'ai redécouvert, parce que comme on ne se voyait plus en soirée marketing à Paris... Tu vas laisser entendre que je suis de toutes les soirées. Non, mais du fin fond de l'Europe, je dirais. Est-ce que je peux me permettre de poser deux questions Oui, Aïda, bien sûr. Du coup, c'est comme ça que c'est arrivé. La première, est-ce que ça vous a donné envie, peut-être c'est juste que je ne suis pas au courant, de te lancer dans le développement de podcasts? Oui. Ok. Oui. Oui, vas-y, non, je te Parce laisse. qu'elle va te proposer un podcast sur Deezer. Oui, je sais pas sûr que je sais pas si vous avez des podcasts La Vigna sur c'est Deezer. pas le cas. Et est-ce que vous êtes lancé aussi dans des voilà, ensuite, après la pandémie et en dehors de Clubhouse, sur du live shopping? Enfin, j'aime bien cette histoire de... Voilà, même un vigneron qui viendrait raconter une histoire, c'est ça, et parler d'une bouteille, ou un sommelier qui viendrait parler d'une recommandation de bouteille, et ensuite, bien sûr, à choper sur lavigna.fr ou .com, je sais pas. Deux choses. D'abord, je vais répondre à la deuxième question avant la première. On a une activité événementielle qui est de plus en plus importante, qui a été, sur laquelle on a dû s'adapter pendant le confinement en créant des dégustations digitales, indépendamment même de Clubhouse. On l'a fait pour des particuliers, on l'a fait pour des entreprises. Souvent, les entreprises nous contactent en nous disant
envoyer des coffrets à tout, mais je sais pas, les concessionnaires automobiles, par exemple, pour une marque automobile, et on va se réunir sur un Zoom, etc. Bon. Depuis, on a quand même, autant que faire se peut, on revient sur des événements physiques. Pour répondre à ta première question, oui, ça nous a donné envie. Maintenant, il y avait dans l'audio direct comme ça, un côté qui était très simple à organiser, très efficace, très immédiat. Avec les vignerons, il faut savoir quand même que les vignerons, même dans les plus grands châteaux, restent, au sens noble du terme, des paysans, des agriculteurs, des viticulteurs en l'occurrence. Et leur demander de faire un live, que ce soit vidéo ou audio, de mettre un casque, un micro, bon, la plupart d'entre eux sont quand même pas très à l'aise avec ça, alors que finalement, parler au téléphone, c'était extrêmement parler de simple, ce qu'ils font pourtant. parce que le vigneron, à l'inverse, adore raconter son histoire. Donc, c'est évident. Donc, on a eu... c'était une expérience très intéressante en ça. Le podcast, il s'inscrit davantage dans la durée, et je dirais qu'à l'échelle des choses que l'on fait chez La Vigna, tu disais tout à l'heure que tu avais une quarantaine de personnes. Moi, une quarantaine de personnes, c'est aussi ce que j'ai, mais c'est tout La Vigna France. Donc, on n'est pas tout à fait sur la même structure. Alors, nous, on reste une PME. Donc oui, ça fait partie des sujets. Ce qui est compliqué, c'est que le podcast, il faut aussi quelqu'un pour l'incarner. C'est beaucoup plus un métier. Finalement, Clubhouse, à un moment donné, on y a vu une opportunité en tant que marque. On s'est dit, qu'est-ce qu'on a à perdre? On a envie de garder le lien avec nos clients, comme d'autres opportunités depuis. Et puis, depuis. c'est pas enregistré, donc s'il y a des erreurs qui sont dites, il n'y a pas de traçabilité. C'était très authentique, etc. Bon, il y a plein de formats disponibles de podcasts, des choses coupées, des choses très montées. Bon, on en parle après. Et puis voilà, c'est une question de ROI et de temps en fait à accorder à tout ça, parce que malgré tout, c'est très chronophage. Oui, bien sûr, ça prend du temps. Et donc maintenant, tu as réinventé, et on parlait d'un événement qui s'est tenu la semaine dernière. Et quelle était cette nouvelle expérience ? Alors, en soi, celle de la semaine dernière avait rien de bien nouveau, à part qu'on était ravis de pouvoir le refaire. On a investi un très bel hôtel particulier dans le 8e arrondissement qui s'appelle le We Are. Et on a invité les 100 grands crus classés, les 100 grands crus bordelais, pour la première dégustation publique de grands crus à Paris, puisque ça s'était jamais vu. Et donc on avait 400 personnes qui sont venues découvrir ces 100 châteaux qui étaient présents sur les très grandes appellations Pomerol, Saint-Émilion, Pauillac, etc. de Bordeaux. En soi, c'était pas particulièrement une nouveauté, c'était un retour aux sources que de faire ce type d'événement. On en fait énormément, parce que la meilleure façon de transmettre la passion du vin, c'est encore de le goûter. Et donc aujourd'hui, on peut faire... C'est qui a déclenché le feu d'artifice ? Je pense le feu d'artifice va bientôt arriver, ouais. Oui, c'est juste à 30. Des ateliers d'initiation qui deviennent gratuits désormais chez La Vigna. Donc tous les samedis, on accueille qui le souhaite pour venir découvrir l'univers des vins et des spiritueux d'exception pour commencer son apprentissage dans le vin, jusqu'au très grand dîner prestige avec les plus grands vignerons du monde dont les bouteilles s'arrachent à plusieurs milliers d'euros. Donc on a vraiment tout type de format, mais qu'on multiplie. Pour te donner un ordre d'idée, on est passé d'une quinzaine d'événements par an en 2018 à un peu plus d'une centaine aujourd'hui. Et globalement, ça s'est pas arrêté, ça s'est simplement très digitalisé pendant le Covid, qui est d'ailleurs une pratique qui perdure. C'est-à-dire que finalement, même maintenant que les événements en physique sont possibles, on continue à commercialiser auprès des entreprises notamment pas mal de discussions de dégustation digitale. Donc l'hybridation, qui sont rassurantes pour l'hybridation continue, c'est-à-dire oui, et puis pour une entreprise, on va quand même le rappeler, le vin se boit avec modération. Pour une entreprise, c'est aussi rassurant de savoir que ses collaborateurs peuvent partager un moment de dégustation de vin et de plaisir, et de le faire en étant chez eux. Ils n'ont pas à reprendre la voiture derrière. C'est clair. C'est quand même pas neutre. C'est un détail non négligeable, effectivement. Donc en fait, tu rajoutes une brique à cette réinvention, effectivement la sécurité quelque part et la possibilité de le faire de anywhere.
Et donc à n'importe quel moment et n'importe comment. Oui, c'est un des leviers. On en parlait tout à l'heure avec Nathalie qui me demandait ce qu'on faisait chez Lavinia. On considère aujourd'hui qu'on adresse l'écosystème des amateurs du vin et qu'on essaye de les accompagner dans l'ensemble de leurs besoins. Ça veut dire qu'au-delà des activités dont je vous ai parlé, nos clients VIP, c'est-à-dire les gens qui dépensent plus de 4 000 € par an chez nous, on essaye de les accompagner dans tous leurs besoins autour du vin. Ça passe par l'audit de cave, par exemple. On va envoyer des sommeliers chez eux pour leur dire dans ta cave, aujourd'hui, il y a ça il faut le boire, ça, il faut le garder, ça, il faut peut-être même le revendre, ça, c'est en déclin, etc. Les aider dans leur constitution de cave, dans l'achat et la revente, dans le stockage. Parce qu'il faut bien voir qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'amateurs de vin qui achètent du vin, notamment du vin en primeur. Je ne sais pas si vous connaissez ce système des primeurs à Bordeaux, mais qui sont des gens qui n'ont pas particulièrement envie d'avoir les vins dans leur cave, parce que leur appartement parisien n'est pas forcément étudié pour ça, et qui cherchent à acheter, soit dans une optique spéculative. J'achète un grand cru aujourd'hui, c'est un investissement financier et je le revendrai dans quelques années. Et on ne l'a pas évoqué, mais il y a les NFT qui sont en train d'arriver de façon très très importante C'était ma prochaine question. sur ce secteur. Soit des gens qui nous disent moi je vais vous acheter du vin, mais tant qu'à faire, gardez-le chez vous, dans vos chais dont l'hygrométrie est contrôlée, etc. Puis le jour où j'en ai besoin, vous me les faites rapatrier. Donc ça, on le fait de plus en plus. Et donc il y a tout un tas de nouveaux services effectivement qui ont émergé pour nos clients comme ça, et pour la communauté de passionnés, notamment nos clients. C'est des expériences très intéressantes effectivement, et vous avez vraiment réinventé votre façon d'agir et de faire du marketing. Est-ce que vous pouvez donner un conseil aux marketeurs qui sont dans la salle en 1 minute? Maintenant, avec cette expérience de 2 ans, vous avez fait plein de test and learn. Qu'est-ce que vous suggérez de faire pour des personnes qui sont dans des activités très variées? Flore, tu commences? Allez, je prends la main. Non, mes conseils qui au final est intemporel. Toujours commencer par le client. Quand on est dans le marketing ou dans la pub, il faut toujours qu'on parte du principe qu'on interrompt la vie des gens avec un message. Alors nous, on a beaucoup travaillé dessus, on est fiers de ce qu'on a à dire, etc. Mais au même titre que vous n'ouvririez pas la porte à quelqu'un que vous n'avez pas invité, il faut toujours se poser la question de la légitimité à entrer justement dans la vie des gens avec un message marketing. Donc toujours, avant de se dire qu'est-ce qu'on a raconté, l'idée c'est de se dire quelles sont les préoccupations de nos clients, qu'est-ce qu'ils vivent en ce moment, quels sont les trends ou les événements d'actualité qui sont importants pour eux, et seulement après se dire quelle réponse on a apportée et du coup quel est le message qu'on veut leur dire. Donc ça, je pense que c'est vraiment important dans ce monde de guérilla, j'essaie de ne pas prendre plus d'1 minute, mais de l'attention où justement on est face à des acteurs du divertissement, etc., du TikTok, du contenu qui est consommé parce qu'il est voulu par nos consommateurs. Je pense que c'est hyper important de se poser cette question de légitimité avant d'engager. Oui, et tu fais référence à TikTok, et c'est vrai qu'on peut mesurer l'engagement qui se fait notamment sur des populations juniors, mais pas seulement sur les vidéos. Pas seulement. Tu es consommateur Alors non seulement je suis consommateur, mais Lavinia, comme on l'a été pour Clubhouse, et sur TikTok depuis quelques semaines, je pense pouvoir dire sans me tromper qu'on est la première marque de distribution dans le vin et les spiritueux en France. En tout cas des benches que j'ai fait à y être. Et je le mixe avec mon conseil, comme ça je t'interromps pas pour rien, mais aux marketeurs, c'est de dire, tout le monde nous dit aujourd'hui il y a énormément de risques, vous allez voir les vins, les spiritueux, oh là là, les réseaux sociaux, vous allez vous faire alpaguer, etc. Peut-être. Aujourd'hui c'est pas le cas. On fait des vidéos qui font la promotion non pas du vin mais de nos services, de la mixologie, des anecdotes autour du vin, etc. Donc on essaye d'apporter des choses concrètes. En l'espace de quelques semaines, on a pris plusieurs milliers de followers déjà assez rapidement. Nos vidéos font déjà 100 000 vues et plus. En fait, c'est la seule chose qui devrait importer à un marketeur aujourd'hui, c'est de dire je vais là où mes clients ou mes futurs clients, parce qu'on a l'impression que TikTok c'est jeune, mais enfin TikTok c'est 18-25, c'est beaucoup de 18-25.
Et donc le consommateur de 25 ans, c'est déjà votre client en fonction de votre business. Donc mon conseil aux marketeurs, c'est en matière d'innovation, allez-y. Allez là où sont vos clients. Le risque initial, il est faible. La e-réputation, tout ça, bon, ça marche sur des très grosses boîtes. Je ne sais pas qui parmi vous est dans des grosses boîtes ou du SMB, mais à un moment donné, quand on n'a pas des moyens médias pour aller en télé ou pour faire des grandes campagnes, ben on se démarque autrement. Voilà. Et donc la part de voix, on la prend éventuellement avant les autres. Merci beaucoup. Nathalie, ton conseil aux marketeurs dans la salle? Moi, je serais assez pragmatique. En fait, je suis toujours un peu dubitative quand j'entends parler du client, du consommateur. On a l'impression que c'est une espèce à part, en fait. Et je pense qu'on est tous consommateurs, en fait. On est tous clients de quelque chose, de quelque marque que ce soit, que les collaborateurs d'une entreprise sont les premiers consommateurs et clients. Donc, avant de se projeter sur un client hypothétique, une caste à part, il faut commencer par écouter l'interne, regarder autour de soi, regarder ses enfants, sa famille, enfin voilà, s'observer un petit peu. Et on apprend souvent beaucoup de choses. Donc ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, c'est dans des périodes un petit peu qu'on traverse, c'est de ne pas hésiter à tester des choses. Donc il faut être agile, il faut accepter de tester, de se tromper, c'est pas grave en fait. Et c'est comme ça qu'on avance. Et je pars du principe que de façon itérative, on arrive toujours à trouver la bonne formule. Mais il faut accepter par contre d'y aller par étapes, de faire des machines arrière parfois, de se tromper. Le tout, c'est de mesurer ce qu'on fait, de partager l'expérience et puis de continuer à avancer. Une question pour toi, parce que j'en ai eu quelques-unes, qui me dit il est de rumeur que tout doit être sérieux sur les sujets scientifiques pour une question de crédibilité. Qu'en pensez-vous? Alors c'est vrai que sur ces sujets-là, il faut, je pense, faire la démarche de chercher à bien s'informer. Il ne faut pas hésiter à croiser les données, les connaissances. Il y a beaucoup de certitudes qui sont affirmées parfois dans différents médias qui sont un peu des fausses bonnes idées ou des fausses bonnes connaissances. Donc voilà, il faut être assez critique parce qu'on se rend compte que le sujet est complexe. Donc il faut chercher à se documenter le plus possible, à croiser les sources d'informations, à questionner pour arriver à se faire sa propre opinion. Mais en tout cas, ne pas prendre les idées préconçues qu'on peut voir parfois relayées dans les médias un peu rapidement au premier degré. Merci Estelle. Quel est ton conseil aux marketeurs dans la salle? Beaucoup de choses ont été dites. Je voulais revenir sur l'agilité, évidemment. Quand on est sur un pure player digital, on est obligé d'être en permanence agile. Donc voilà, se réinventer notamment sur le modèle du live streaming. Après, moi, ce que j'ai appris à travers... c'est deux choses, mais peut-être qui se rejoignent à travers les différentes communautés, qu'elles soient directement nos abonnés, si on peut les appeler nos consommateurs, mais aussi toutes ces forces vives en fait qui sont là pour reproposer notre service à des clients finaux. C'est quand même l'authenticité. Enfin, il y a deux choses. Il y a l'émotion. C'est vrai on apporte de la musique aux gens, donc cette émotion qu'on fait vivre à travers nos communautés, elle est fondamentale. Mais il y a aussi cette notion d'authenticité. À travers l'animation de nos communautés et l'engagement et leur engagement, finalement, naviguer à travers des moments un peu troubles de ces dernières années, toute l'authenticité qu'on a pu mettre dans l'animation des communautés a permis en fait d'avoir un effet de... ça nous a porté, même quand à un moment les choses se sont partiellement arrêtées, et ça nous a permis, quand on a repris vraiment le lien avec eux, finalement de ne pas repartir de zéro. Nous, on aime bien parler de part de cœur dans l'animation de nos communautés, et c'est finalement quelque chose qui permet de s'inscrire vraiment dans la durée. D'ailleurs, on l'applique aussi même dans nos relations business, avec les décisionnaires de nos partenaires, mais jusqu'à leur réseau. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne dans la durée quand on doit passer dans des périodes troubles. Tu avais quelque chose à ajouter, Edouard? Je vois que tu prends le micro. Non, pas du tout. En tout cas, remercier tout le monde. Il est prêt à répondre à n'importe quelle question. En tout cas, je trouve qu'on n'a pas toujours la notion d'événementiel dans le marketing, parce qu'on a toujours soit les 4P, soit des déclinaisons. On parle beaucoup de réseaux sociaux, on parle beaucoup d'engagement, etc. Mais finalement, l'événementiel, c'est ce qui fait notre vie. Et effectivement, l'émotion permanente. Et s'il n'y a pas d'événement, comme celui qui se tient aujourd'hui, on a un peu moins de contact entre clients et marques. Je vous remercie beaucoup. On peut applaudir les speakers. Merci beaucoup de votre participation.
Et vous retrouverez donc le replay sur le compte YouTube de e-marketing Paris d'ici 2 semaines à peu près. Et je vous invite à aller voir encore les stands et les autres ateliers qui se tiennent dans les salles en parallèle. Merci beaucoup.